Connaissez-vous le commerce média, rendu possible par les données transactionnelles des marques? Si vous n'y connaissez rien ou peu, eh bien, c'est tout l'objet d'une table ronde justement maintenant, qui est portée par Criteo, proposée par Criteo et animée par Nicolas James d'Open Garden, qui va me rejoindre sur scène. Nicolas accueille plusieurs intervenants de plusieurs marques justement. Marc Fischli de Criteo, Damien Lallier du groupe SEB, Nathalie Gonzalez de Nespresso et Christophe Lemarchand de Cospirit Commerce. On les applaudit bien fort. Bonjour Nicolas. Allez-vous? Donc on va effectivement parler de commerce média. Juste pour qu'on soit tous à la page, je vais juste rappeler rapidement de quoi on parle quand on parle de commerce média. On parle de tous ces acteurs qui vendaient soit des produits ou des services, des prestations, et qui ont réalisé qu'ils avaient des audiences online ou offline en magasin et de la donnée qu'ils pouvaient finalement monétiser, et donc qui ont commencé à devenir des régies. Ça a commencé dans l'alimentaire, dans le high-tech, et ça va arriver dans plein d'autres verticales. Et on va voir justement ce que ces acteurs-là ont à proposer aux marques, aux agences qui sont présentes à l'occasion de ce panel. Et comme on parle du coup de commerce, quand on parle de commerce média, la première question que je vais poser à Damien et à Nathalie quand même, c'est d'abord de présenter un peu votre activité, quels sont les produits que vous vendez et quels sont les enjeux liés à ces produits-là pour qu'on comprenne derrière comment le retail média va venir alimenter cette activité-là. Nathalie, peut-être? Bonjour à tous, ravi d'être là. On se regarde avec Damien en rigolant parce qu'en fait, on travaille ensemble et on se connaissait pas. Donc voilà, donc c'est la bonne occasion parce que donc j'ai la chance de travailler pour la maison Nespresso et le groupe SEB est un, si ce n'est le m'a-t-il dit, Évidemment. groupe avec lequel on bosse tous les jours, puisque ce sont les équipes de SEB, mais tu le diras mieux que moi, qui nous aident à être présents dans l'ensemble du trade, donc ce qu'on appelle le trade dans le jargon. J'ai essayé de pas jargonner, c'est un bon challenge. Donc c'est par exemple en France les darty, les boulangers et autres. Donc on a besoin de tout le talent des équipes de SEB internationalement pour nous aider à faire ça. Donc voilà, donc on travaille en fait ensemble. Ok, c'est eux qui vous représentent du coup Voilà. sur le. Voilà. Ok, donc parce que peut-être juste pour côté Nespresso, donc vous avez des machines à café que du coup que vous distribuez. Donc c'est pour redire le modèle, Ouais. hormis Georges Clooney que certains Ouais. dans la salle connaissent. Qu'est-ce que j'ai à dire de nous? En fait, on est une maison qui fait 4 milliards de dollars, qui est implantée en France depuis 38 ans, bientôt 40 ans, donc on est à la fois jeune et vieux. Et on a comme caractéristique un peu particulière qui est que depuis le début, on est né multicanal. Et que, en fait, si je fais très simple, on a, et c'est ça qui est marrant quand on aime la data et quand on aime les chiffres, on a les 2 tiers de nos ventes qui se font sur notre propre site e-commerce et sur notre propre app. Ce qui est Et plutôt rare, puis, ouais. ce qui est très rare, hein, mais on n'est pas totalement uniquement digital, puisqu'on a la chance d'avoir 1 tiers de nos ventes à peu près qui se fait, je fais simple, hein, qui se fait dans nos boutiques. On a 50 boutiques en France, par exemple, et tout le jeu et tout le charme du business model, c'est ça, le fait qu'on a à la fois des choses en propre, en physique et en digital, et surtout le fait qu'on opère quasiment uniquement chez nous, puisqu'en fait on a des caféiculteurs avec lesquels on travaille directement jusqu'aux boutiques et à notre propre site média. La seule exception est à mes côtés, c'est que pour opérer en fait vis-à-vis de la distribution, vis-à-vis des gens comme Darty, Boulanger et autres, on a des partenaires particuliers, dont le groupe SEB qui est à nos côtés pour la vente des machines au sein du C'est trade. pas vous qui allez gérer en direct du coup cette relation au distributeur Alors, tiers. on a une part de la relation directe, mais on l'a fait en binôme Ok. avec Bon, eux. bah, Donc, c'est vraiment voilà, une association de bienfaiteurs, j'espère. ok. Et donc Damien, à part effectivement gérer le trade de Nespresso, est-ce que vous pouvez nous On fait expliquer un peu beaucoup de votre choses. portefeuille de Il produits? fait beaucoup d'autres choses. J'imagine, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Alors effectivement, Groupe SEB, juste pour planter un petit peu le décor, c'est un groupe qui fait 8 milliards et demi de chiffre d'affaires au niveau mondial. C'est 33 000 personnes dans le monde. C'est 47 sites industriels à travers le monde, 17 en France. Donc c'est une très très belle entreprise française. On est un peu plus vieux que Nespresso, on a 160 ans. En l'occurrence, vous nous connaissez à travers des marques comme la marque du groupe SEB, qui est iconique, mais aussi des marques comme Roventa, Moulinex, Tefal, Krups, Lagostina, etc., etc. On a une soixantaine de marques en portefeuille. Donc effectivement, dans le partenariat qu'on a avec Nespresso, on produit certaines machines à dosette et on va les distribuer à travers les différents circuits de distribution. Un point qui est important sur la compréhension de la façon dont on opère, c'est que
J'ai travaillé moi auparavant dans des groupes comme Mars, comme Danone, ou dans l'automobile. On a un business chez Seb qui est très équilibré entre la partie spécialiste, les dartiers, les boulangers, c'est à peu près 40% de notre business. La partie grande surface alimentaire, c'est 30%. Le online pèse un petit peu plus que 25%. Et puis après, on a quelques pourcents qui se promènent sur quelques boutiques en propre ou du dom-tom, etc. Donc ça nous impose d'avoir des relations avec chacune des différentes enseignes. Encore une fois, comme on est très équilibré du point de vue du business, on doit avoir une relation très équilibrée également du point de vue du retail média et de l'activation du trade. Parce que c'est une des spécificités de ce secteur-là, la part des différentes enseignes est souvent le corollaire de leur part dans les ventes mécaniquement. Vous avez évoqué de nombreuses marques. Globalement, est-ce qu'elles ont toutes un peu le même profil des leaders, des challengers, ou c'est hétérogène et du coup, finalement, ce que va apporter le retail média à chacune de ces marques va pas forcément être la même chose? Alors, on a des marques qui sont très différentes, pour le coup. En l'occurrence, si vous avez un fer à repasser qui a cassé hier matin, vous allez avoir besoin de le changer. Donc, on va avoir des marques comme Calor ou Roventa qui vont proposer ce genre de choses. Donc là, on est sur des achats de remplacement, d'utilité ou en tous les cas d'immédiateté. Et après, on a aussi des marques comme WMF que je n'ai pas cité tout à l'heure. C'est des machines à café très haut de gamme qui peuvent aller jusqu'à 2000 euros. Là, c'est des investissements qui sont plus lourds. Donc, ce sont des achats qui se réfléchissent à plusieurs mois à l'avance. Et donc, les actions qu'on va réaliser sur le média et donc la chaîne jusqu'au retail média va être un peu différente que celle qu'on peut avoir sur de la poêle ou de la casserole ou sur du fer à repasser, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Après, en termes de performance ou de market share, on est aujourd'hui leader sur le marché français, sur tout le petit électroménager. On a des grosses marques en face de nous. Si je prends par exemple l'entretien des sols, des marques comme Dyson, historiques, sont des marques qui sont très conséquentes, qui avaient un petit peu quitté la distribution, qui sont revenues. Et puis on a aussi beaucoup de nouveaux arrivants sur le territoire français, avec des marques comme Dreamy, Tineco, Ecovacs, qui sont des marques chinoises et qui s'installent très bien avec des jolis produits et contre lesquels on essaie de se bagarrer. Ok, donc c'est peut-être un peu défensif sur ces positionnements leaders, dans le sens où le retail média vient protéger la part de marché de vos marques leaders dans leur catégorie. Grosso modo, c'est un peu ça le... Alors, c'est un peu ça, c'est pas que défensif pour le coup, Oui, puisque c'est pour le coup, on péjoratif, hein, ça. a non, non, c'est pas que c'était péjoratif, mais en l'occurrence, on est aussi une marque qui innove très fort. On a une frénésie sur le marché qui sont les balais laveurs, en l'occurrence, donc on passe plus l'aspirateur comme on le passait auparavant. On veut que ça aspire et que ça nettoie en même temps. Donc là, c'est le boom du moment. Donc si vous êtes passé à côté, c'est certainement un cadeau de Noël à mettre au pied du sapin. Un petit peu de promo au passage. Et en l'occurrence, sur ces créneaux-là, on va avoir effectivement besoin de télé classique, de médias classiques haut de funnel, mais aussi effectivement d'intensité sur le retail média pour pouvoir accompagner l'émergence de ces produits. Donc retail média plutôt bas de funnel pour appuyer des campagnes un peu plus upper funnel. Exactement, c'est ça. Ok. Et vous, Nathalie, de votre côté, le retail média, comment vous le positionnez dans vos dispositifs Euh, médias? je vais peut-être faire sourire la salle, mais on s'oblige à ne pas penser retail média. Ouais. Et sincèrement, c'est un bon conseil que je peux nous donner à tous. Le sujet, c'est de travailler en même temps le court terme et le long terme, la brand, la marque et le business ensemble. Et tout peut servir. Donc un média télévision bien travaillé peut amener du flux vers des ventes. Et quand on fait du retail média au sens auquel vous pensez, c'est-à-dire digital média, mais en fait, nous, on a des boutiques. Donc, quand on fait de l'affichage, on fait aussi du retail média parce qu'on peut générer du flux vers nos boutiques. Donc, tout est un média. On se questionne très fortement sur l'efficacité qu'on a à la fois sur la construction de la marque et sur, évidemment, ce qu'on calcule probablement nous tous dans la salle, c'est-à-dire le flux généré et la conversion et les choses générées. Je dis ça parce que je pense que c'est important. Il y a sans doute des hyper spécialistes. J'ai vu tout à l'heure qu'on était entouré d'experts. C'est important de se poser la question quand on dirige une entreprise de quel est mon meilleur payback à court et à long terme. Et quand je fais du marketing digital, moi, mes équipes qui font du marketing digital, je leur dis non, les gars, vous ne faites pas du marketing digital, vous faites du marketing. Il se trouve qu'il y a un levier digital. Mais ce n'est pas très important. La réflexion de pourquoi je fais ça, quelle est mon intention, quelle est l'attitude que je veux obtenir de mon prospect ou de mon client et quel est le comportement que je veux avoir, c'est comme ça qu'on doit raisonner. Après, peut-être que la meilleure réponse, ça va être de l'affichage, très classique. Peut-être que la meilleure réponse, c'est de l'affichage digital. Peut-être que la meilleure réponse, c'est quelque chose d'hyper pointu qui va m'amener directement en conversion en bas de funnel. Mais il faut qu'on s'oblige, quand on est expert, à se re-questionner tout en haut. Sinon, je crois qu'on fait des erreurs. Ouais. Donc, on essaie de bosser comme ça, en tout cas. Je suis Donc vous n'êtes pas complètement d'accord avec ça. spécialiste dans l'équipe, c'est plutôt des gens qui gèrent le média et parmi ce média, il y a aussi du retail média. Alors, honnêtement, je milite contre la séparation on-off. Donc, quand je suis arrivée
Dans mon équipe, il y avait du on-off, on a cassé ça. Et je crois vraiment que pour tous les gens qui sont spécialistes digital, et les gars, les médias, c'est partout. Donc, regardons partout, devenons curieux de tout. C'est comme ça qu'on est meilleur, y compris meilleurs experts. J'ai mon collaborateur Mathieu, dont je vous disais en souriant que je pensais qu'il était mieux que moi à cette table, qui faisait que du search avant et qui a un kiff énorme depuis 2 ans en travaillant sur l'ensemble du profiling média. Il n'en est que meilleur en search, d'ailleurs, depuis. Ok. Damien, pardon, je vous ai coupé, vous vouliez rebondir sur... Non, mais en l'occurrence, avant d'être directeur du e-commerce, j'étais patron du média et Oui. du digital. Donc j'ai exactement la même logique. C'est le retail média, c'est juste un média parmi les autres. C'est des très beaux bassins d'audience, très bien qualifiés, de plus en plus personnalisés. Mais pour autant, ça n'est qu'un média parmi les autres qu'on doit mettre sur la même étagère que tous les autres, sur des ROAS, des objectifs de ROI, etc. Mais pas différemment des autres. Marc, donc vous, côté Criteo, donc vous êtes un des acteurs historiques du retail média. Est-ce que vous observez du côté des acheteurs, que ce soit les agences ou les annonceurs, cette volonté de désiloter le retail média, que le retail média entre en compétition avec d'autres poches budgétaires? Je pense que c'est une nécessité dans le marché. Et c'est intéressant quand on avait commencé avec le retail media ou d'autres, si tu veux, silos. Bon, on vient d'apprendre sur le CTV et tout. C'est une logique supply. Et c'est très bien. Si on a de l'inventaire dans cette partie-là, très bien, on pense logiquement comme ça. Mais c'est aussi une des raisons pourquoi on n'a pas avancé beaucoup plus vite dans notre industrie, qu'on pense toujours dans ces silos. Et il faut quand même prendre les marques, ici à mes côtés, comme vraiment des clients et les traiter comme ça et voir leurs problématiques. Alors la problématique, c'est très clair. C'est bon, il faut la croissance d'une marque de part marché ou d'autres KPI. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le marketing dans sa totalité pour arriver à ça? Et logiquement, le retail media, une façon à jouer là-dedans, on a une mesurabilité qui est très très bien et qui est donnée. Logiquement, ça ajoute. Alors, il y a cette partie-là qui pousse. Il y a une deuxième partie qui nous donne de l'avance là-dessus, et c'est l'avance technologique. Aujourd'hui, mesurer dans tous les silos devient plus intéressant et plus possible. Et si on ajoute toutes ces choses ensemble et on fait dans cette omnicanalité, on a quand même un retour sur investissement ou d'autres mesurements comme l'incrémentalité. On peut mesurer dans cette partie-là qui est vraiment à l'intérêt des marques où il y a vraiment l'argent. Donc comprendre quel a été l'impact de la campagne sur les ventes versus si j'avais juste fait de l'organique, être capable de le faire sur mon e-commerce, mais aussi sur les ventes en magasin, même si j'ai fait un dispositif digital, ce qui est beaucoup le cas dans le high-tech. Absolument. Le tout, bon, on parlait avant de la télé, hein, ça s'inscrit là-dedans aussi. Finalement, on a des outils marketing et si on peut faire quelque chose d'intégré en lien avec les KPI qu'on a pour sa marque, c'est bien. Parce que Nathalie rappelait que c'est vrai qu'on parle beaucoup e-retail média, c'est là où il y a le plus de formats, mais la réalité, c'est que le retail, c'est 80% de ventes in-store, donc c'est là où ça se joue le plus. Christophe, donc on voit que le retail média se décilote, et malgré tout, si on regarde un peu plus côté macro, la croissance du secteur, elle est quand même beaucoup liée, malgré tout, à celle de l'e-commerce. Et j'entends, c'était marrant tout à l'heure, Michael disait TF1 Pub et tout, ça monte, mais parce qu'en fait, ils nous obligent un peu à mettre des budgets qu'on mettait sur le linéaire et négocier des GRP. Sur le retail média, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que ça monte, mais c'est parce que finalement, celui qui nous vend de l'inventaire, c'est aussi mon client, et donc il m'incite un peu, via les fameux accords trade qu'évoquait Nathalie, à mettre là-dessus. Et aujourd'hui, le retail média est quand même très lié au trade, non? Tu as complètement raison. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le retail média, c'est une relation entre une marque et un distributeur. Et le langage sémantique est extrêmement intéressant dans notre écosystème, puisque quand je parle à des régies publicitaires liées au retail média, on parle de fournisseurs. Nous, en tant qu'agence média, conseil, on parle de marque. Et voilà, on revient au marketing. Nous, le retail média, on l'intègre de manière omnicanale et dans une stratégie globale média 360. Ce qui se passe un peu comme la télé. Effectivement, depuis 2 ans, il y a des nouvelles CGV et on nous impose maintenant, pour avoir des GRP garantis, d'investir dans la BVOD un pourcentage minimum. Là, pareil, dans le retail média, historiquement, c'est du trade, c'est la digitalisation du trade. Hein. Le trade existe depuis 35 ou 40 ans. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé sur Amazon, les budgets que j'avais ou que je gérais, c'était des budgets trade. Ah, mais pourquoi il faut investir tel montant sur telle plateforme? Simplement, il y a une évolution, voilà, du secteur, des acteurs. L'écosystème s'est construit depuis 5 ans maintenant, enfin avec le Covid.
Et moi, ce qu'on constate, c'est quand même un glissement du retail média vers les directions marketing. Avant, c'était vraiment un sujet commerce. Et pourquoi ça remonte dans le marketing? Parce que maintenant, le retail média permet d'avoir une approche full funnel. Voilà. Alors, ça reste du bas de funnel, c'est-à-dire accélérer les conversions. Mais petit à petit, voilà, les régies des distributeurs ou des pure players commencent à proposer des offres full funnel, c'est-à-dire pour générer de la préférence de marque, de la notoriété, de l'awareness, notamment par un certain nombre de partenariats avec d'autres. Les chaînes télé, notamment. Où on peut Exactement, accéder les à la data. broadcasters, pour pas les citer, mais il n'y a pas que, hein, il y a de la presse, voilà, et effectivement des partenariats technologiques également, puisque ça a été annoncé hier, par exemple, une entreprise, une régie comme Values va proposer un nouveau format publicitaire dans les magasins. Alors, désolé, c'est un nouvel acronyme, ça s'appelle le AOOH. Ok, c'est pour l'audio out of home, qui était historiquement réservé uniquement aux fournisseurs et qui va être ouvert maintenant aux marques. Alors, pour l'instant, c'est des annonceurs hors captif, mais voilà, les budgets branding vont pouvoir préempter de l'audio digital dans les magasins, notamment boulangers. C'est la radio du magasin, quoi. Et du coup, il y a des spots. Exactement. Alors, qui s'achètent en programmatique maintenant. Mais Qui exactement. s'achètent en programmatique aussi via les DSP Tout à fait. spécialisés ou même The Déjà, Trade Desk, là, c'est un accord entre Ok. Values et The Trade Desk. Mais effectivement, on va pouvoir mettre des publicités dans les playlists des magasins. Ok. Voilà. Donc, AOOH, désolé pour l'acronyme, mais il est sorti hier. Est-ce que Criteo fait du AOH, Marc? Vous avez pas On encore- travaille avec des partenaires qui le font. Nous, on n'a pas ça directement dans notre offre, mais on a des partenaires qui pourraient faire ça. Historiquement, vous êtes sur le digital et pour la partie in-store, c'est Absolument. plutôt des partenaires. Ou vous avez fait une acquisition aussi, je crois, non? Peut-être On en a fait une Australie. acquisition, on n'a pas investi beaucoup plus après, et puis là, on est plutôt avec des partenaires où on offre ça pour des partenaires qui veulent avoir quelque chose dans l'omnicanalité. Je vais quand même revenir sur le point du trade versus brand, ce qui serait vraiment intéressant. Nous, on a quand même on a quelques 250 retailers où on travaille avec dans tout le monde. Et ce qu'on voit là dernièrement, c'est que le taux de croissance du retail media, ça se rapproche au taux de croissance de leur e-commerce business. Ce qui pointe quand même très fortement dans la direction de trade marketing et non pas du brand marketing. Et la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est une discussion un petit peu plus philosophique et non pas technologique là-dessus. C'est que pour avancer vraiment dans la situation où vous, les marques, ouvrez vos budgets marketing, il faut les comprendre, il faut probablement donner un peu plus de contrôle aux marques. Et ce n'est pas simple, ça, logiquement, pour la distribution. Et on est dans cette discussion-là. Une fois qu'on s'aligne sur des KPIs jointes, on a vraiment des grandes possibilités pour aller dans les budgets marketing. Donc, pour être plus concret, c'est aussi dire que, par exemple, donner un accès en self-service, comme c'est le cas sur Amazon, où elles peuvent gérer elles-mêmes leur campagne. Là, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup à la main des retailers, avec une certaine tête parfois opacité. Absolument, absolument. Ça, c'est le sujet. Le self-service. Ouais, le self-service, c'est une des pistes qu'on pourrait avoir. Et avec, logiquement, entre très grands partenaires, il y a d'autres pistes qu'on pourrait prendre stratégiquement ensemble. Damien, vous observez, vous, des différences fondamentales entre la manière dont Amazon, qui reste le leader du retail média, qui est même surpondéré par rapport à sa part de vente, et le reste de l'écosystème, qui est, on va dire, les retailers plus français? Alors déjà pour le groupe Seb, Amazon c'est à peu près les 2/3 du chiffre d'affaires qu'on réalise online. Après on a des sites D2C, etc. Et c'est à peu près 2/3 de nos enveloppes de retail média. Sur quoi ils sont particulièrement en avance versus les autres, c'est ils ont un inventaire qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus riche, beaucoup plus nourri. 2, ils ont un inventaire qui est varié. On a tous les leviers qui sont activables. On est capable de faire des custom audiences. Enfin, ils ont vraiment un coup d'avance par rapport à beaucoup d'autres. On citait certaines régies il y a un instant, certaines régies à qui je demande de pouvoir faire des exercices de ROPO, donc de research online et purchase offline, pour se dire si je mets 1 euro sur la régie, prenons Values puisque c'était cité tout à l'heure, est-ce que cet euro-là, il est forcément performant dans l'enseigne strictement, ou bien est-ce qu'il a pu générer du chiffre d'affaires en périphérie de l'enseigne. Donc aujourd'hui, seul Amazon est capable de répondre à Qui est là cette... depuis plus longtemps aussi, il faut le reconnaître. Bon, Absolument, déjà, et ils sont plus sophistiqués. En l'occurrence, la très grande force, moi en l'occurrence, on sort du Black Friday, on a fini Cyber Monday lundi, qui a d'ailleurs été une belle réussite, je crois, pour l'ensemble du marché français. En l'occurrence,
10 fois par jour avec mes équipes retail média, puisque moi pour le coup j'ai des équipes retail média spécifiques. 10 fois par jour, on regardait les taux de conversion sur tel produit, les taux de rebond, etc., pour s'assurer que le trafic était performant et pour pouvoir réajuster les enveloppes budgétaires qu'on mettait sur la table, parce que c'est comment dire, ça commence à être conséquent comme enveloppe, donc ça nécessite une hyper réactivité. Et juste pour se donner un chiffre, entre le début du Black Friday et la fin du Black Friday, en moyenne, le CPC a été multiplié par 3,5. Donc si on ne pilote pas ça au jour le jour, voire du matin vers l'après-midi, etc., on passe à côté de ce genre de choses et on se retrouve out of budget potentiellement à 15 heures et on laisse le marché à d'autres. Donc ça, c'est la grande force d'Amazon, c'est la capacité effectivement de créer du self-service et de l'immédiateté de lecture des performances. Christophe, est-ce qu'il y a d'autres forces que tu vois Amazon versus l'écosystème et ce vers quoi devraient tendre peut-être les autres retailers? C'est ce qu'on disait, voilà, c'est le stack, enfin, winner, Donc la techno, la techno imbriquée. Après, voilà, on a une super boîte aussi française qui est Criteo, voilà, qui a été précurseur dans la plateformisation en fait du retail media. Et puis, ce qu'on demande nous en tant qu'agence, puisqu'on conseille les marques, voilà, c'est dans les stratégies de plateformisation, parce que c'est la clé, hein, de toute façon, c'est de pouvoir voilà, avoir un guichet multiple. Hein. On peut faire avoir du manage. Voilà. Il y a des marques qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas simplement les ressources. Hein. C'est une expertise, donc du manage, du co-manage et du self-service. De l'harmonisation également, des formats. On vient de publier il y a 15 jours avec l'Alliance Digitale la nomenclature des formats on-site. Moi, je vous invite à consulter un petit peu pour voir la richesse, la densité, mais aussi la complexification des formats on-site. C'est pour ça que d'ailleurs, la croissance sur le display en retail média est faible. Hein. On est à plus 4, plus 6%. Le produit sponsorisé, c'est des ASIN, des SKU, des EN, c'est automatisé, c'est plateformisé. Donc, je faisais un parallèle, pardon, je te coupe, mais avec il y a 10 ans, quand dans l'écosystème programmatique des médias, en fait, il n'y avait pas justement cette standardisation et il y avait eu la sortie du fameux format 300 par 250. Parce que je disais, ouais, exactement. Ouais. Ça a décollé. Quand moi aussi, j'ai quelques années dans le marketing digital et entre 2007 et 2010, à un moment, c'était comme les sites éditeurs, hein, c'était des sapins de Noël. Et il y a eu une démarche de l'interprofession de l'IAB pour dire à un moment, on va standardiser, harmoniser les formats publicitaires, voilà, des pavés, des carrés, des sky, mais au moins chaque site aura le même niveau de format ou le même nombre de formats. Et c'est ce qu'on attend également pour le retail media display, puisque moi je vous invite à consulter ces 9 mois de travail. Hein. Mais l'écosystème est très très riche. Mais pour pouvoir vraiment décoller et scaler, il faut juste un peu standardiser et harmoniser un peu ces formats publicitaires. Sur le Amazon versus les retailers, Nathalie, vous avez une réflexion qu'on a un peu échangée en amont, que j'ai trouvé intéressante et qu'on oublie souvent quand on parle de ça. C'est que oui, ils sont très bons, mais il faut aussi garder la vision d'ensemble, qui est de dire que c'est aussi, dans une certaine mesure, un concurrent parfois. Il faut être vigilant. Enfin, et en tout cas, c'est un retailer aussi, Amazon. Donc. Oui, est-ce que je peux me permettre de juste faire un clin d'œil intéressant parce que j'ai entendu AOH et je trouve que c'est quand même un best-of absolu d'appeler AOH un truc qui s'appelle une radio de magasin et pour lequel c'est hyper important de se dire qu'est-ce que les gens qui font du retail média doivent exiger des gens qui font du marketing. By the way, moi je pense que le truc c'est on se met ensemble autour d'une table, on est dans la même boîte et on bosse ensemble et le budget c'est pas le budget du trade ou du marketing mais c'est le budget de la boîte et le concurrent il est dehors et c'est l'autre marque. En fait, le sujet là, c'est d'exiger, par exemple, d'avoir une puissance auditive énorme. Si je veux avoir de la perf en AOH, c'est-à-dire en radio, est-ce que j'ai un jingle, un truc mémorisable, hyper puissant de son? Est-ce que j'ai une identité sonore hyper forte de ma marque qui fait que demain, je vais être 15 km au-dessus de tous les autres quand je vais faire de la radio. Et ces questions-là, c'est complètement légitime de la part des spécialistes du retail média de la poser le cas échéant à des marketeurs ou autres. C'est-à-dire qu'il faut revenir au fondamental. Donc ça me faisait juste rigoler, je ne peux pas m'empêcher de dire c'est quoi l'exigence qu'on doit avoir. On doit avoir la même exigence de strat et de marketing partout. Donc là, il y a ça. Pour répondre sur Amazon, donc nous, on a la chance d'être autoporteur et d'être notre propre site e-commerce. Amazon est tout petit. Chez nous, parce qu'on fait l'effort en temps réel, et j'aimais bien ce que tu disais, parce que bien sûr qu'il faut bosser en temps réel, a fortiori vendredi, on a tous été un peu comme ça jusque tard.
Bien sûr qu'il faut bosser en temps réel. Nous, on a notre propre site e-commerce. Donc, nos ventes Amazon sont toutes petites et très limitées. Donc, ça me donne une certaine forme de liberté pour Un rapport de parler. force qui n'est pas celui de beaucoup. Ouais. Voilà. Et je mesure le point auquel on est un peu atypique. Donc, je dis ça avec beaucoup de modestie et et je comprends très bien ce que c'est pas le cas de tout le monde. Pour autant, je voulais simplement dire que quand on travaille du média, il faut bien sûr travailler en analytique, comme vous le disiez bien, c'est-à-dire c'est quoi ma performance financière, comment je travaille. Et parfois, le risque consiste à ce qu'il y ait un surinvestissement à un endroit donné versus une performance de vente. Et je dis juste que notre métier, de gens qui dirigeons des entreprises ou qui sommes experts, c'est de faire attention à ça. Et il y a une tentation, parce qu'il y a des équipes commerciales remarquables dans cette entreprise-là, de générer du surinvestissement. Et il faut être très rigoureux dans l'analyse de payback, de ROI, etc. Et parfois, il ne faut pas y aller. Donc, il faut s'autoriser ça. On est plus ou moins en état de dépendance, mais ça me frappe. Je fais un parallèle un peu ancien, je fais la vieille dame, avec un truc d'autrefois quand Facebook est arrivé. Facebook est arrivé et pensait que tout devait lui être... on devait absolument tous mettre de l'argent. Ça ne s'appelait pas encore Meta. Ils arrivaient comme ça avec une certaine forme d'arrogance. Et in fine, nous, on avait la chance chez Nespresso d'avoir les vraies ventes, puisqu'on a 100% de nos ventes qui sont avec de la data jusqu'à l'individu à chaque fois. Et il se trouve que, aussi surprenant que ça puisse paraître, la perf de Facebook était infiniment inférieure à la perf du monde.fr. Et en fait, parfois, il faut en revenir à ça. Ouais, c'est peut-être Facebook, mais en fait, où est ma perf et où est ma vente? Et il faut avoir une liberté d'esprit totale pour regarder. Bien sûr que c'est très facile de dire ça quand on travaille chez Nespresso et qu'on a son propre site. Mais je dis ça juste pour qu'on s'oblige à une rigueur intellectuelle d'analyse. Donc oui, je pense qu'il y a parfois un petit peu de push, quoi. Moi, je veux bien rebondir là-dessus. Pour le coup, un peu comme le AOH, on se parle de ROI, de ROAS. Nous, on se parle de ROAS margé pour essayer justement de se dire que quand on fait 4 en ROAS, bah, si on a une marge à 15%, ça veut dire qu'on a juste croqué de l'argent. Et peut-être que le monde.fr aurait été plus performant que l'autre canal par ailleurs. Donc en fait, il y a aussi toute une nomenclature de comment est-ce qu'on lit ces performances, parce qu'on peut se faire très vite plaisir à se donner du ROI brut ou du ROAS, de l'incrémental, etc. On est très jargonneux et on est très défensif parfois dans nos entreprises pour défendre du budget et pour le conserver. J'aimais bien ce que tu disais, c'est un budget qui appartient à la marque pourvu qu'elle se développe. Marc, peut-être un dernier mot, je vois qu'il ne reste plus que quelques secondes. On parlait de commerce média, on a beaucoup parlé d'alimentaire high-tech. Est-ce qu'il y a des nouvelles verticales aussi qui se développent aujourd'hui dans ce commerce média qu'on voit moins en France peut-être, mais qui sont naissantes? Oui, absolument. Nous, on dit toujours il faut 3 choses, et franchement que 3 choses pour faire quelque chose qui s'approche de retail media ou commerce media dans ce cas-là. Il faut avoir des données, il faut avoir de l'inventaire, il faut avoir une transaction sur site. Si on a ces 3 choses-là, on peut faire quelque chose. Maintenant, si on a beaucoup de marques qui sont présentes et vendent sur ce site, le potentiel s'augmente logiquement. Il y a moins de marques, il y a moins de potentiel. Mais ça, on le voit, on a beaucoup d'activités pour le moment dans le secteur du tourisme, voyage, où ça se développe énormément. Mais il y en a d'autres, les marketplaces, logiquement, c'est en forte croissance. La banque, effectivement. Un peu moins pour le moment, mais ça peut venir. Hein. La transaction, il y a la transaction, mais il n'y a peut-être pas si souvent des transactions. Alors, C'est granulaire, ouais, fréquentation, c'est aussi une partie importante. Merci beaucoup à tous les 4. Merci. Merci.